Du coup, on peut passer à la slide suivante, Charlène. Donc, une fois qu'on a lancé sa pétition, on a contacté la terre entière pour obtenir les signatures. On a éclusé les 200 contacts de son répertoire, les 500 amis Facebook et tout son réseau Twitter. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est un peu le but de la formation. On va animer la pétition et on va informer régulièrement les signataires pour maintenir cette dynamique et pour l'animer comme une campagne. Donc, on va voir en plusieurs étapes comment on anime la pétition. Donc, on va introduire. Ensuite, on va voir comment tenir informés les soutiens de la pétition. Ensuite, vous pourrez faire un petit exercice pratique. Et puis ensuite, on verra comment rendre sa pétition visible à la fois sur Internet et à la fois dans l'espace public. Et je laisse la parole à Charlène. Trop bien, merci beaucoup. Du coup, pour cette première partie, pardon, hop, j'avais plus mon micro, voilà. Donc, on va réfléchir à, comme le disait Capucine, une pétition, elle se gagne dans la durée. Et c'est important de garder mobilisés les premiers soutiens, ceux qui ont signé il y a 3 ans, comme ceux qui viennent d'arriver. Donc, en fait, il y a vraiment un enjeu à communiquer une information assez précise, mais sans être trop énorme, pour que les gens soient bien informés sur ce qui se passe dans votre campagne. Et c'est vraiment un truc, mais je le redirai plus tard, qu'on sous-estime. On a toujours l'impression que les gens sont à peu près au courant parce que nous, on a la tête dans le guidon. Mais en fait, les gens ne sont pas au courant du véritable statut du projet. Par exemple, à Lille, nous, on constate qu'il y a 2 types de personnes, enfin 3 types de personnes en fait. Il y a les personnes qui croient que le projet, que c'est foutu parce que le projet avance coûte que coûte et qu'en fait, on ne va jamais le bloquer et qu'il est déjà entériné et que les travaux ont commencé. Il y a les personnes qui pensent que c'est foutu pour le projet, c'est-à-dire qu'on a tellement bien bataillé qu'on a déjà gagné. Il y en a qui croient ça, hein. On en rencontre aussi. Ça fait plaisir, mais bon, c'est pas vrai non plus, donc ça nous aide pas. Et il y a effectivement les gens qui savent que le projet est entre les deux, on se bat et on continue de se battre. Et donc, en fait, il faut absolument qu'il y ait cette information qui soit transmise à vos signataires, puisque les signataires sont les premières personnes, en fait, qui vont pouvoir parler de la campagne et de votre lutte. Et en fait, quand on partage quand on crée un contenu, qu'on essaye de leur envoyer un mail, souvent, il y a 2 grandes catégories de trucs qu'on essaye de faire. Soit on leur demande de nous aider à trouver des nouveaux publics, donc recruter de nouveaux signataires ou recruter de nouvelles personnes, pas forcément signataires, mais souvent ça passe par la pétition. Et deuxièmement, on essaye de les amener à s'impliquer davantage, c'est-à-dire à venir plus proche de vous, plus proche du noyau qui coordonne la campagne. Donc, la première chose qu'on essaye de faire quand on essaye d'amener les signataires à partager la pétition, ce qu'il faut faire, c'est faire preuve de pédagogie, mais et aussi de mobilisation, c'est-à-dire être optimiste. Il ne faut pas annoncer des mauvaises nouvelles parce que sinon les gens vont juste recevoir un coup de massue sur la tête et malheureusement voilà, fermer le mail, être déprimé et ne rien faire. Il faut absolument qu'il y ait un enjeu de mobilisation derrière, donc un enjeu voilà, de faire en sorte qu'ils sachent, après avoir lu votre mail ou l'avoir, ce qu'ils peuvent faire en fait pour faire changer les choses. Donc, grosso modo, on va essayer de partager à chaque étape importante du projet ou de la mobilisation contre celui-ci des informations. Ça peut être parfois des prétextes, hein, parfois il y a des petites choses qui se passent et on se dit qu'on va envoyer un email parce que ça nous permet de redynamiser, parce qu'on n'a pas parlé à nos signataires depuis plus de 3 mois. Soit il y a parfois des choses assez complexes qui se déroulent dans une campagne. Par exemple, si vous avez un recours juridique, c'est compliqué pour les gens de comprendre où on en est exactement et même parfois pour les militants, en fait, c'est compliqué de comprendre. Donc, c'est important peut-être de faire preuve de pédagogie, essayer d'expliquer précisément où on en est, ce qu'il y a de gagnable et ce qu'il n'y a pas de pas gagnable, et ce que les personnes à qui vous vous adressez peuvent jouer comme rôle à l'intérieur de cet ensemble. Et puis, par ailleurs, quelque chose qui est intéressant à faire, c'est aussi de créer son propre agenda, de créer une mobilisation de toutes pièces pour recréer de la dynamique, parce qu'on sent que la campagne s'enlise et que les choses ne vont pas forcément pencher de notre côté si on ne fait rien. Donc voilà.
Mais en tout cas, comme je le disais tout à l'heure avec mon exemple des gens qui pensent que l'aéroport de Lille ne va pas s'étendre, que c'est bon, on a gagné, l'information est vraiment cruciale. Il faut absolument, du coup, rétablir toujours un niveau d'information assez conséquent auprès de vos signataires. Et la deuxième chose qu'on aimerait faire, du coup, c'est amener les signataires à s'impliquer davantage. Donc, si vous militez déjà depuis longtemps, peut-être que vous connaissez la notion de cercle d'engagement, mais je trouve que c'est important de la rappeler quand on a une pétition, parce qu'en fait, grosso modo, quand on a une pétition, bah, les personnes qui sont dans le cercle le plus large, qui connaît votre nom et qui sait ce que vous faites, mais sans être complètement impliqué, eh bien, c'est justement ces personnes qui ont signé la pétition. Donc, les cercles d'engagement, en fait, ça correspond à différents types de personnes qui vont soit prendre part à vos actions, soit du coup les suivre de loin, soit même être carrément souvent là et peut-être participer sur des tâches précises, être bénévole à un événement, etc. Et puis ensuite, vous avez le noyau d'organisation qui est votre petit groupe de personnes qui portent telle ou telle cause. Grosso modo, bon, là, sur cet exemple, on met followers, sympathisants, proches et noyaux. Ça peut apporter différents noms, en fait. Il n'y a pas de typologie ou de classification vraiment type. Mais par contre, c'est vrai que c'est chouette de faire le travail au sein de votre collectif pour savoir si vous avez ces cercles-là et quelles sont les personnes qui sont dans ces cercles-là. Et du coup, à NADA, on l'a fait, cet exercice. Et au début, ça ressemblait à ça. En fait, on avait juste un noyau avec genre 15-20 personnes et puis les signataires de la pétition, donc très très loin, peut-être 10 000 personnes au moment où on a fait l'exercice. Et entre les deux, on n'avait rien. Et du coup, c'est assez nul parce qu'on ne peut pas faire venir les gens vers soi s'il y a une trop grosse marche à franchir. C'est impossible que le signataire arrive direct dans le noyau. Enfin, c'est pas impossible, il y en a qui y arrivent, mais c'est un peu des aliens. Et grosso modo, le principe, c'est que justement, on fait progresser les gens petit bout par petit bout, petit pas par petit pas, pour qu'ils viennent s'impliquer davantage. Et donc, nous, ce qu'on a fait, et je pense que c'est intéressant aussi à faire quand vous avez une pétition qui grossit, c'est de créer des couches internes, comme si c'était une espèce d'oignon, créer des couches internes entre vos signataires et votre noyau. Et donc, nous, on a créé, enfin, on avait déjà une association, mais du coup, on a renforcé le fait de faire une campagne d'adhésion pour demander aux gens d'adhérer. Et donc, à la fin de l'année 2022, on avait 168 adhérents. Donc, ça commence à avoir une bonne tête, en fait, parce que vraiment, les gens se sentent impliqués parce qu'ils ont adhéré à l'asso et reçoivent plus d'infos que les signataires de la pétition. Et puis, on a créé ensuite une deuxième couche qui est un groupe d'action ponctuel. Bon, on va probablement créer aussi une autre couche sous la forme d'une newsletter pour renforcer encore les différentes, les différentes couches dans lesquelles les gens peuvent s'inscrire et avoir des informations. Et pour ne pas écrire toujours les mails à 14 000 personnes parce que effectivement, ça peut les surcharger. Voilà pour ça. Autre chose intéressante à faire quand vous avez votre pétition, c'est d'essayer de cibler votre public prioritaire. Donc, en fait, parce que voilà, vous n'allez pas vous adresser à la terre entière, mais ceci dit, ce qui est intéressant avec les campagnes qu'on a, nous, c'est que ce sont des campagnes locales. Et du coup, on n'est pas obligé de s'adresser vraiment à tout le monde. On sait qu'on s'adresse à des gens d'un territoire précis. Et souvent, c'est presque plus facile, en fait, que de s'adresser à la terre entière pour dire ouh là là, le changement climatique, ça ne va pas. Donc, et quelque chose d'important aussi, c'est de vous demander qui sont les personnes qui peuvent faire bouger les choses par rapport aux décideurs. Pardon. Désolée. Et alors, je ne vais pas y arriver. C'est bon. Et du coup, à NADA, ce qu'on a constaté, c'est que c'était intéressant de toucher en priorité les riverains et les riveraines de l'aéroport, qui sont parfois des électeurs, en fait, des personnes que l'on vise. Donc Xavier Bertrand, Damien Castelin, enfin, un certain nombre de personnalités politiques qui ont une influence sur
le devenir de l'aéroport. Et du coup, c'est surtout eux qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on touche. Et donc, vous le verrez plus tard dans la quatrième partie notamment. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de braderies, de vide-greniers, de porte-à-porte dans les différentes communes avoisinant l'aéroport. Et on le verra après. Et ça a permis aussi de mobiliser ces gens et de les connaître mieux. Et c'était assez intéressant. Voilà. On va revenir sur la structure de notre formation. Du coup, grosso modo, il y a 3 grandes actions qu'il faut mener. D'une part, donc, tenir informés les signataires de votre pétition. Ce sera l'objet de notre deuxième partie que Capucine vous présentera, avec l'exercice pratique qui sera basé sur l'écriture d'un mail pour l'ensemble de vos signataires. Ensuite, le fait de rendre sa pétition visible sur Internet, en particulier auprès de la catégorie cible. On verra ça dans notre quatrième partie. Et puis, rendre sa pétition visible dans l'espace public. On verra ça en cinquième partie. Voilà. Capucine, je te laisse la parole. Comme ça, je vais pouvoir boire de l'eau. Oui, ça marche. Et du coup, maintenant, on va pouvoir voir un peu comment tenir informer les soutiens de notre pétition. Donc, c'est Charlène qui a la main sur le diaporama, donc je vais laisser Charlène passer. Donc déjà, d'un point de vue purement pratique, comment on informe nos soutiens? En fait, sur la plateforme de Green Voice, on peut envoyer un mail, un message à toutes les personnes qui ont signé et qui ont coché la case « Je veux bien recevoir les informations ». Et donc, ça permet de garder le contact avec toutes ces personnes. En gros, on vous a mis un peu la manip là sur la capture d'écran. On va sur le tableau de bord de la pétition et on clique sur email au signataire, un truc comme ça. Et Green Voice a paramétré les choses, Elodie, tu me coupes si je dis des bêtises, mais pour qu'on ne puisse pas envoyer plus de 3 messages par semaine pour ne pas lasser finalement nos signataires. Quand vous cliquez sur ce bouton, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il propose aussi des mails types, mais on peut avoir un truc totalement vierge et créer tout ça de toutes pièces. Du coup, on peut passer à la diapositive suivante. À quel moment on va chercher à informer nos soutiens, nos signataires? Globalement, c'est à chaque fois qu'il va se passer quelque chose dans la campagne, c'est important à ce moment-là de garder le contact. Et donc, on va soit relayer des articles ou des réactions qui mentionnent la pétition et on va demander aux signataires de partager, soit on les tient informés des événements, manifestations ou rencontres qu'on va organiser. Par exemple, là, hier, on a envoyé un email à la pétition NADA pour informer d'un point d'étape sur le projet, parce qu'il y a des permis provisoires qui ont été signés et ça nous semblait important de donner cette information aux signataires, d'autant qu'elle n'a pas été relayée, que notre message n'a pas été relayé dans les médias. On vous conseille aussi de toujours terminer le message par un appel à l'action. On l'appelle le call to action. Et donc, on peut demander soit de partager l'actualité, on peut demander aux signataires de nous rejoindre pour une action ponctuelle, et on peut aussi demander de l'argent. Donc, finalement, toute occasion peut être bonne pour informer nos soutiens, mais il faut faire attention au timing aussi, dont on reparlera tout à l'heure. Donc, première question, là, vous pouvez réagir dans le chat. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent, en fait, quand ils reçoivent votre mail? Quelle est la première chose que vous voulez que les gens qui reçoivent votre mail fassent? C'est une question très compliquée avec beaucoup de verbes. On veut qu'ils l'ouvrent. Oui, déjà, c'est une bonne pratique. Le faire suivre, ouais. Ouais, on veut qu'ils le lisent, effectivement. On peut passer à la diapositive. Qu'ils le lisent jusqu'au bout. Tout à fait. Voilà, c'est hyper important que nos signataires le lisent. Donc, il faut qu'ils aient envie de l'ouvrir, tout à fait. Donc, pour ça, il faut choisir un objet du mail qui doit donner envie d'ouvrir ce mail. On ne le choisit jamais au début, on le choisit à la fin, une fois que le mail est rédigé, pour être sûr qu'il est bien en lien avec tout ce qu'on a écrit et pour pas non plus se laisser trop influencer par la première idée qu'on a eue. Il faut que ce titre soit assez court. Il peut contenir un emoji si vous le souhaitez. Et on doit comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Si on ne comprend pas immédiatement de quoi le mail traite, on va pas pouvoir l'ouvrir. Enfin, on va pas pouvoir. Si, on peut l'ouvrir, mais on va avoir tendance à ne pas l'ouvrir. Vous pouvez le remarquer parfois avec des... Je ne sais pas si vous recevez beaucoup de mails, mais un exemple d'un étudiant qui m'envoie question, je sais qu'il va poser une question, mais c'est un peu trop vague, donc je vais peut-être mettre du temps à l'ouvrir. Et ce qui peut être intéressant d'utiliser, c'est la forme interrogative parce que ça va attirer la curiosité de nos lecteurs et de nos lectrices. Ensuite, il y a une deuxième chose
qu'on aimerait que les gens qui reçoivent le mail fassent. Quelle est cette deuxième chose, d'après vous? Enfin, c'est une double deuxième chose. Vous pouvez réagir dans le chat. Quelle peut être la deuxième action? Une fois que la personne a lu, très bien, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Le partager, ouais, par exemple. Cliquer, partager, qu'il ou elles agissent, ouais. Fasse le call to action, tout à fait. Réagir, ok. Bon, globalement, ça dépend un peu. Et c'est pour ça qu'il y a une règle d'or dans le mail, c'est que on a un objectif et un message. C'est hyper important de ne pas multiplier tout ça parce que sinon, on risque de perdre nos signataires. S'il y a trop de messages, déjà, ça fait trop d'informations à digérer d'un coup et peut-être que ça fait trop d'informations complexes et donc, ils vont avoir du mal à comprendre et donc, on va potentiellement les voir se désabonner. Et ensuite, il faut qu'il y ait un objectif qui est déterminé et il faut le déterminer avant d'écrire le mail. Pourquoi j'écris ce mail aujourd'hui? Est-ce que c'est pour informer? Est-ce que c'est pour demander de l'argent? Est-ce que c'est pour les faire venir sur une action? C'est très important d'avoir cet objectif-là en tête pendant la rédaction du mail. Donc, comment on rédige nos mails? Déjà, c'est hyper important de choisir le ton et la posture. Comment on s'adresse à nos signataires? Est-ce qu'on prend un ton très formel, très formel, ou est-ce qu'on va essayer d'avoir un ton plutôt rigolo? Voilà, il faut choisir son ton et sa posture aussi en fonction du message qu'on a à faire passer et de notre objectif, enfin de ce qu'on veut qu'il fasse. Ensuite, il faut choisir l'adresse et s'y tenir. Donc, si au début du mail, on dit bonjour, j'espère que tu vas bien, il ne faut pas qu'on retrouve un vous quelque part plus loin. Soit on choisit le tutoiement, soit on choisit le vouvoiement, mais il faut s'y tenir du début à la fin. Ensuite, c'est aussi hyper important de faire des phrases simples et courtes. Une phrase de 3 lignes, ça perd le lecteur ou la lectrice. Le message doit être compréhensible tout de suite. Ça veut dire qu'il faut être très pédagogue dans nos manières de rédiger. Et ensuite, l'appel à action doit être très visible parce que finalement, on a cette tendance à cliquer uniquement sur le premier lien du mail. Donc, le mail ne doit pas être trop long pour pas que ce lien passe à la trappe et pour pas que le message passe à la trappe. Et puis, il faut surligner des morceaux, enfin il faut, c'est des conseils, hein, mais surligner des morceaux de phrases en gras parce que ça aide à la lecture, ça permet de faire voir en fait plus facilement les informations les plus importantes. Un conseil qu'on vous donne aussi, c'est de relire le mail avec les yeux de quelqu'un d'autre qui n'a pas la tête dans le guidon pour essayer de déterminer si le message est compréhensible, s'il est audible. Nous, on a la tête dans le guidon, parfois un truc, ça nous paraît hyper clair, mais pour quelqu'un qui n'est pas au courant de toutes les étapes et de toute notre petite tambouille interne, ça peut être compliqué à comprendre. On peut passer à la suite. Pour donner aussi envie et pour rendre la chose un peu vivante, il faut aussi choisir une illustration de notre mail. La photo est primordiale. Même si ce n'est pas une image du moment précis que vous évoquez, on conseille fortement de mettre cette illustration parce que ça personnalise le mail finalement. Les visages et les gens vont être plus attractifs et vont rendre la chose aussi plus sympathique. Quand on parle aussi, quand on fait un bilan ou quand on parle un peu de l'espace médiatique qu'on occupe, on peut mettre une capture d'écran des retombées presse, voire d'une seule, si c'est une bonne retombée, parce que ça montre aussi qu'on est visible dans l'espace médiatique et qu'il n'y a pas que nous qui informons, qu'on est relayé par les journalistes. La photo, c'est important qu'elle arrive assez tôt dans le mail, toujours pour cette idée de garder le lecteur ou la lectrice connecté et ne pas le perdre. C'est indispensable de la mettre en format paysage ou en carré, mais pas en portrait, parce que le portrait va être trop long sur l'écran et va être, ça fait une disposition un peu bizarre. Pour nous aider, pour se faciliter le travail, ce qu'on fait, c'est qu'on met toutes nos bonnes photos sur Flickr, qui est un site internet où on peut faire des albums. Et donc, comme ça, en fonction de nos mails, on va aller choisir les photos qui nous semblent les plus adaptées. Quand vous faites une action, vous pouvez aussi penser aux photos en amont, la définir en amont, se dire, voilà, quelle photo je veux mettre dans ce mail, comment je veux illustrer le mail que je vais écrire pour avoir une photo qui est adaptée finalement au message et à l'objectif. Donc, par exemple, là, on a trois mails différents avec 3 illustrations. Donc, on a un collage de retombées presse
que Charlène avait fait à un moment donné où on faisait un peu le bilan de notre année. Il me semble que c'était au mois de juillet. Euh, Ensuite, on avait envoyé un mail à la suite d'une mobilisation. C'est la photo qui est en haut, où c'est ma petite tête qu'on voit devant le Palais des Beaux-Arts. Donc, c'était une photo de mobilisation parce que le mail parlait de la mobilisation. Et ce n'était pas une photo qui était destinée à l'email. On l'avait choisie après coup. euh, et voilà. Et en revanche, la photo du dessous, où on est 5 personnes en mode Power Rangers, là, c'était une photo qu'on a prise exprès pour l'email. Et donc, c'était pendant notre conférence de presse, on a prévu un temps pour faire cette photo. Et la personne au milieu, c'est la personne qui parle. On la met en avant. On peut passer à la suite, Charlotte, merci. Écrire un bon mail, ça ne se fait pas en 5 minutes, ça prend du temps. Euh, Au bout d'un moment, on commence à avoir un peu l'habitude, mais malgré tout, il faut prendre ce temps de l'écrire, de bien formuler nos phrases, et il faut prendre le temps de la relecture. Le mail que vous avez peut-être reçu hier, on a passé plusieurs heures à le rédiger, on a échangé sur Signal, on a aussi fait un appel avec Charlène pour ajuster les derniers détails, et c'est hyper important de prendre ce temps pour bien respecter en fait respecter tous les conseils qu'on vous donne et pour pas perdre les gens. Donc, un autre petit focus qui est important quand on envoie des mails via la pétition, c'est de personnifier le mail. Et ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on vous suggère fortement d'incarner la lutte. Donc, on va chercher à mettre en avant des personnes qui se mobilisent parce que ça va aider les signataires à s'identifier et à se mobiliser davantage. Et donc, pour cette fidélisation et cette identification, c'est aussi important de varier les personnes qui envoient des mails. Donc, de ne pas avoir toujours une jeune femme de 25 ans ou un homme de 50 ans. Il faut qu'il y ait un peu des espaces entre les deux et puis cette tournée en fait dans les personnes, ça va aussi montrer que c'est une équipe complète qui est derrière et qu'il n'y a pas que deux personnes qui font vivre les choses. Et ensuite, toujours dans cette idée d'identification, c'est important d'avoir plusieurs personnalités différentes et plusieurs parcours différents. Donc, toujours avant l'action, c'est toujours important de réfléchir avant l'action à ces choses-là, pas après coup. Après coup, vous serez dans le jus, vous aurez autre chose à faire. Il faut le déterminer en avant pour gagner en efficacité. Donc là, on a deux exemples de personnification. Donc, il y a d'un côté Pascal, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est riverain et qui est mobilisé à Nada. Et de l'autre côté, c'est donc moi-même, militante et porte-parole. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes expériences. Et quand on va rédiger nos mails, on l'écrit au jeu généralement et on recontextualise un peu de qui on est et de où on parle pour faciliter cette identification de notre lectorat. Je me suis mis une petite note aussi, c'est aussi hyper important de mettre en avant autant d'hommes que de femmes, parce que la parité, c'est très précieux. Voilà. Et donc, Charlène vous met dans le chat un petit exemple. On peut passer à la slide suivante. Quand on personnifie le mail et qu'on incarne la lutte, eh ben, on reçoit des courriers de lecteurs ou de lectrices assez sympathiques, comme celui qu'on vous montre là, où en fait c'est un des signataires qui a répondu au dernier mail en disant bravo pour l'énergie et le temps que tu passes en gros sur cette mobilisation. Et puis il me parle quoi, comme si on était copains, comme si on se connaissait. Je ne sais absolument pas qui est cette personne. Et en fait, je me dis que c'est à force, enfin c'est la deuxième ou troisième fois que j'envoie des mails, et donc les gens ont l'impression de me connaître et donc ça va en fait attirer la sympathie et, euh, et, puis, euh, et puis fidéliser encore un peu plus les gens. Pour recevoir ces mails, il faut activer une fonctionnalité dans Green Voice, c'est pas du tout automatique et seule la personne qui a envoyé le mail, qui a envoyé tout le mailing recevra la réponse des gens. Mais les signataires ne voient pas l'adresse. Ça, c'est assez important de le dire. Ils répondent à un truc automatique, quoi. Si vous leur répondez, c'est là qu'ils auront votre adresse personnelle. Ce qui est important aussi sur cette fonctionnalité, c'est que si vous l'activez pour une personne, vous l'activez pour tout le monde. Donc, c'est un choix à faire collectivement avec votre association ou votre collectif. On peut passer à la suite. Donc, on va voir quand et pourquoi écrire un mail. Donc, il faut
trouver le juste milieu, pas envoyer trop de mails, mais pas en envoyer trop peu. On va choisir d'envoyer un mail quand il se passe quelque chose d'important sur la lutte, soit une décision administrative, soit une décision de justice, soit une manifestation. Enfin, soit quand vous avez fait, vous, quelque chose d'important, comme une manifestation. La dernière possibilité, c'est quand on constate que les gens ne sont pas informés et que les messages que vous avez passent pas assez dans le débat public ou dans la presse. Donc, par exemple, à Nada, on a envoyé un mail quand il y a eu des audiences au tribunal pour informer de comment ça s'était passé et dans quel état d'esprit on sortait de ces audiences. On a aussi envoyé des mails à la suite d'une mobilisation, comme on vous a montré tout à l'heure. Et puis le dernier mail en date, c'est sur cette question des permis provisoires qui ont été qui ont été donnés par les maires, mais les maires étaient contraints de le faire. Et pour nous, c'était important de redire qu'on trouvait ça inadmissible et que c'est pas parce que les permis provisoires sont signés que tout est joué. Donc, on avait été interrogé par la presse n'a pas relayé nos messages, et donc on a envoyé nous-mêmes le mail, du coup, qui part à 12 000 personnes, et donc c'est assez efficace. On vous conseille d'essayer d'anticiper quand les mails devront être envoyés pour pas vous retrouver à rédiger un truc à la va-vite et à faire des petites erreurs. Et puis, ce qui peut être aussi intéressant, c'est planifier un enchaînement d'actions qui va être lui-même cohérent pour que les personnes aient l'impression de suivre comme un feuilleton, finalement. C'est important de savoir que ce n'est pas nous qui décidons si l'événement est important ou pas. Si l'action fait un peu flop, c'est difficile de la considérer comme importante. Quand je dis qu'elle fait flop, c'est qu'elle n'est pas forcément relayée dans la presse. On peut essayer d'influencer, on peut essayer de tricher, mais ce n'est pas forcément recommandé. Donc c'est un juste milieu qui peut être compliqué à trouver. Il n'y a pas de recette miracle. C'est pas mal l'expérience qui va jouer là-dessus. Donc il y a 3 ingrédients d'un bon mail. Déjà, la simplicité. Toujours repartir de ce que les signataires savent, ne pas aller trop vite, ne pas faire de sous-entendus. Et on le redit pas mal, nous, on a la tête dans le guidon et donc on va avoir tendance à considérer les choses comme acquises, mais ce n'est pas le cas pour les signataires. Et donc, c'est important d'avoir cette simplicité, cette clarté. Et donc, on revient sur l'importance de se faire relire aussi par des gens qui sont pas forcément informés. Dans le mail aussi, pour rassembler, on peut jouer sur il faut provoquer les émotions. La colère, l'espoir, l'admiration, la joie, pour faire voyager vos signataires et aussi pour montrer qu'on est des humains et des humaines et on reste dans cette idée de fidélisation, d'identification. L'autre élément très important, c'est le temps, le timing. L'email doit être envoyé à très peu de temps, peu de temps après les événements, pardon, pour avoir l'impression de faire partie de l'actualité et d'un moment de l'histoire. Donc, c'est ces trois ingrédients qu'il faut absolument garder en tête quand on rédige un email. Alors là, je vous propose de faire un petit jeu, d'essayer de relier l'appel à l'action qui va bien avec ce que vous racontez. Donc, par exemple, quand vous parlez d'une manifestation, quel est l'appel à l'action qui va bien avec? Donc, vous pouvez réagir dans le chat ou demander la parole si vous préférez parler pour détailler votre idée. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, vous pouvez y aller. Après une manifestation, Pierre appellerait à s'inscrire dans une future action. Est-ce que tu veux dire un peu pourquoi? C'est une bonne idée. Oui, alors vous m'entendez? Ouais. Ouais, bah après, c'est pour surfer un petit peu sur la dynamique de l'action et de se dire bah, ça peut donner envie aussi à participer à d'autres événements par la suite et de ne pas laisser retomber l'énergie juste après une manifestation. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui verraient soit qui veulent parler d'une autre action et d'un autre appel, un autre moment que vous feriez, par exemple l'annonce du recours juridique et un autre appel à action? Recours juridique, appel à don, ouais, Arnaud, est-ce que tu veux nous dire pourquoi?
Tu penses que ça va bien En ensemble? général, enfin, là, sur la slide, c'est un revers juridique. Du coup, c'est Alors, potentiellement des frais de justice élevés, des frais d'avocat, etc. Et du coup, ouais. en général, ouais, vas-y. Non, c'est que ton son était un peu haché, mais je pense qu'on a entendu l'essentiel, qui est de dire que, si j'ai bien compris, tu me corriges, mais que un recours juridique, ça coûte des sous, et donc c'est le bon moment finalement pour demander de l'argent. Ce qui est plutôt vrai, on l'a fait. Et si par exemple vous faites une action d'affichage public, quel appel à action pourrait fonctionner avec ça? Donc vous allez dans les rues afficher des pubs, par exemple. Bon, sinon on passe à la suite, hein. On peut passer à la suite, Charles. Adhérer à notre asso quand on fait un affichage, oui, ça peut être intéressant. C'est peut-être une marche un peu grande à franchir parce que quand on va afficher des choses dans la rue, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on va afficher des choses dans la rue, ben, les gens connaissent peut-être pas du tout la lutte et donc peut-être qu'on peut aussi simplement leur demander de signer la pétition. Mais voilà. Donc, sur la suite, une des actions qu'on peut proposer de faire aux signataires dans nos mails, c'est demander de l'argent. Euh, Avant de voir un peu la posture qu'on peut adapter, j'aimerais savoir si, parmi vous, est-ce que vous vous sentez à l'aise ou légitime à demander de l'argent à des gens? Et pourquoi? Oui, pour la lutte. Alors, Dom répond oui pour demander de l'aide et la justifier. Donc, Dom, tu te sens légitime à demander de l'argent parce que enfin, je comprends pas trop la justifier, si tu veux expliquer à l'oral. Justifier par rapport à la situation, par rapport aux Ouais, événements à venir qu'il va falloir faire rentrer de l'argent. ouais, ok. Justifier, expliquer. Mm, ça marche. Alors, plein de messages d'un coup. Donc, Canel a dit oui, c'est comme ça qu'on peut financer la campagne. Julie nous dit que c'est difficile avec le contexte économique actuel et qu'il faut beaucoup de tact. C'est aussi vrai. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de donner. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait, enfin, quelle posture on pourrait adopter par rapport à ce contexte économique? Enfin, la posture, c'est quelle formulation, quel ton vous adopteriez dans le mail? En disant que même des petites sommes sont importantes. Parler de défiscalisation, si votre association permet la défiscalisation, ouais. Et ensuite, je pense que c'est important de faire en sorte de ne pas le tourner comme une obligation, mais comme une proposition. Sans votre don, nous ne pouvons pas agir. Oui. Ok. Il y avait aussi Rémi qui disait que c'était un long apprentissage, mais qu'il fallait se sentir légitime et qu'il fallait absolument nous demander de l'argent. Thomas va dans le même sens. Ok, très bien. Généralement, quand on demande de l'argent, c'est en lien avec le pourquoi et la posture qu'on va adopter va être aussi en lien avec pourquoi on demande de l'argent. Donc, déjà, comme vous l'avez dit, on est légitime à demander de l'argent à nos soutiens parce que nos actions sont pertinentes et, et c'est, enfin, il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas donner de leur temps pour plein de raisons différentes, mais qui vont être heureuses de financer la lutte. Donc, on est légitime, on peut le faire et il faut le faire, mais il faut faire aussi attention à ne pas transformer nos soutiens en vache à lait, c'est-à-dire de faire des demandes. Enfin, la vache à lait, ce serait de demander toutes les semaines de l'argent. Donc, c'est important aussi de faire des demandes assez espacées et des demandes mesurées. C'est intéressant, il y a un débat qui commence. Sans votre don, ça peut faire un peu chantage et il faudrait peut-être l'éviter. On a mis un petit tableau de 3 exemples de moments où on a demandé de l'argent. Donc, au moment du rassemblement avec Stay Grounded pendant Aviation, à la fin du mail
que j'avais rédigé, on avait aussi demandé de l'argent en expliquant que finalement, que les dons permettaient des actions de visibilisation comme celle-ci. Ensuite, Pascal avait annoncé le recours juridique. Donc là, vous voyez qu'on a récolté beaucoup d'argent avec cette annonce du recours juridique. Et ensuite, quelques semaines plus tard, Gaëtan avait envoyé un mail pour annoncer les audiences qui avaient eu lieu. Donc voilà. Et fait pleurer dans les chaumières. Pourquoi? Non, c'est Pascal qui avait fait pleurer dans les chaumières. Ah oui, Je le vous super écris en tant que père, citoyen du monde. citoyen du monde. Mais bref, et effectivement, du coup, le mail avait très bien marché en termes de dons. Et au contraire, on peut constater que le mail de Gaëtan avait un peu moins bien marché, mais probablement parce qu'il était aussi assez rapproché de l'annonce du recours. Comme c'était un référé, il n'y avait que 2 semaines entre les deux. Et donc, les gens en avaient peut-être marre qu'on leur demande de l'argent. Et voilà. Ça faisait 3 en l'espace de 2 mois. Et puis, ce qu'on a constaté aussi, c'est que le mail de Gaëtan était très long par rapport aux autres. Donc voilà, il y a un peu des deux qui jouent. Et c'est aussi... parfois, on se plante et c'est pas grave. Mais voilà, on peut passer à la suite. Ah oui, et donc pour récolter de l'argent, c'est pas mal de faire appel aux émotions, mine de rien. Comme disait Charlène en rigolant sur le faire pleurer dans les chaumières, quand on vient tirer sur la corde sensible, c'est plus facile, quoi. Mais bon, je me sens pas très honnête de dire ça. Voilà, on peut passer à la suite. Ouais. Donc, on va, pour pas surcharger les signataires, c'est aussi intéressant de multiplier les manières que les gens ont finalement de recevoir des nouvelles de votre campagne. Donc, il y a les signataires de la pétition, mais on peut aussi créer une newsletter pour celles et ceux qui voudraient plus d'informations. On peut aussi créer des boucles d'informations ou d'actions ponctuelles pour des gens qui veulent être encore un peu plus informés. On peut proposer d'adhérer à l'association, et là, on a encore un niveau d'information supplémentaire. Et ensuite, on peut poster régulièrement sur les réseaux sociaux. Il y a 1000 façons de faire pour informer sans surcharger ceux qui ont signé, celles et ceux qui ont signé. Il faut garder à l'esprit qu'on parle à 12 000 personnes à chaque fois et que dans ces 12 000 personnes, enfin pour nous, mais on parle à des milliers de personnes potentiellement et que ces milliers de personnes ont des occupations et n'ont pas forcément envie de recevoir des trucs dans leur boîte mail toutes les semaines. Et donc, pour continuer à diffuser l'information et à montrer qu'on est actif, on a plein d'autres canaux de diffusion possibles et c'est intéressant de les utiliser aussi. On peut passer à la suite. Et pour montrer que notre pétition est toujours vivante, on peut aussi tenir à jour notre page de pétition. Donc ça, c'est sur la plateforme de Green Voice. On peut écrire des petits éléments, des petites informations pour dire où on en est. Ça permet, quand quelqu'un arrive sur la page, de montrer que finalement, on est toujours actif ou active et que ce n'est pas mort, que ce n'est pas un désert. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la campagne, on peut le mettre sur la pétition pour informer les personnes qui arrivent finalement. Pas forcément les personnes qui ont déjà signé, mais les personnes qui vont arriver dans le schmilblick. Et on peut mettre des liens dans ces petits messages. On peut passer à la session de questions si vous en avez. N'hésitez pas à mettre des étoiles aussi pour des retours. Hein. Ouais. Ce n'est pas totalement des vraies questions, mais on a prévu un temps d'échange maintenant et un temps d'échange à la fin. Donc, Est-ce qu'il y a des statistiques sur l'outil Green Voice? Je ne sais pas. Alors, est-ce que tu peux préciser ta question? Est-ce qu'on voit qui ouvre les mails, Lucie, du coup? Oui, par rapport à un outil d'envoi d'emailing normal où on peut avoir le nombre. Imaginons que vous l'envoyez à 12 000 personnes, est-ce que vous savez à combien de personnes ont ouvert le mail et combien de personnes ont cliqué ensuite sur cet email? Non, ça, on l'a pas. Okay. On peut voir combien de personnes ont reçu le mail, mais pas les taux de clics, etc. Ok. Les contributeurs ou super contributeurs pour les pétitions, ça marche comment? C'est efficace? Pareil, est-ce que tu peux préciser, je pense? Qu'est-ce que tu appelles contributeur ou super contributeur? Alors,
Nous, on avait fait une pétition pour une campagne municipale. Et en fait, il y avait un super contributeur qui avait, j'imagine, donné de l'argent pour rendre visible la pétition. Et en fait, ça avait très bien fonctionné, en fait. Alors, je ne sais pas si nous, en tant qu'opposants, quand tu crées une pétition, est-ce que tu peux la booster en- enfin, je ne sais pas si sur Green Voice, tu peux faire ce genre de truc qui va faire que ça va élargir en fait la visibilité. Je ne sais pas comment ça fonctionne en fait, mais nous, notre pétition, elle avait été soutenue par un super contributeur qui lui avait donné une audience en fait, qui me paraissait complètement, enfin, qui avait donné un nombre de signatures euh, énorme en très peu de temps en fait. Alors, Alors, il y a, si tu as fini, il y a Charline qui ouais. va demander un tour de parole. Je ne sais pas si tu as terminé, pardon. Ouais, bah du coup, je connais pas ces types de fonctionnalités qui permettent de booster et tout. Par contre, ce que je sais, c'est qu'effectivement, avec Green Voice, il y a parfois le moyen que Green Voice publie dans sa newsletter, mette en exergue en fait une pétition et du coup qu'il y ait des nouveaux signataires, des nouveaux foyers de signatures qui viennent se créer. Et puis, sinon, une autre possibilité, c'est que quelqu'un qui a une pétition avec beaucoup de signataires, qui est connexe, partage en fait à ses signataires et leur demande de signer votre pétition. C'est vrai que comme on a beaucoup de signatures, par exemple, enfin, il ne se passe pas grand-chose en ce moment, mais ça va se relancer malheureusement. Mais pendant un temps, il ne se passait pas grand-chose sur la lutte de Roissy et peut-être qu'il aurait été possible de demander à nos T4 de faire signer une autre pétition. Mais c'est vrai que c'est à utiliser avec parcimonie parce que les gens qui ont signé une pétition n'ont pas forcément envie d'être sollicités sur une autre. Donc bon, il faut le faire qu'une seule fois, quoi. Voilà. Et je ne sais pas si Lucie, tu as d'autres réponses sur cette question-là. Il faut vraiment que les pétitions soient connexes, hein, encore une fois, qu'elles aient des sujets très similaires. Ouais, en fait, j'ai pas trop compris justement ce truc de super contributeur. Est-ce que c'est automatique? Est-ce que voilà. Mais nous, Green Voice, il y a une équipe qui est là pour vous accompagner et pour vous aider dans la stratégie, etc. Nous, on active notre réseau et en particulier le réseau Aviaction qui est déjà très soudé. C'est quelque chose qu'on a déjà fait, comme dit Charlène, de proposer à d'autres porteurs de pétitions de parler à leurs propres signataires pour signer des pétitions qui ont le même type de sujet. Ensuite, on utilise nos réseaux sociaux, effectivement. On réfléchit aussi avec vous en termes d'influence. Est-ce que justement, il n'y aurait pas des personnalités influentes qui seraient intéressées par votre pétition et qui pourraient relayer votre message, que ce soit sur les réseaux sociaux ou enfin, sur leur propre réseau? Donc tout ça, ça se pense en termes de stratégie et c'est fait de personne à personne, si je puis dire. Il n'y a pas d'outils informatiques qui permettent d'aller chercher des personnes d'influence. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Je peux prendre la parole? Oui, Maryvonne? Oui, alors cette contribution financière, on m'a toujours interpellée. Et tout à l'heure, j'entendais quelqu'un dire, et c'est moi, je voulais expliquer ce que je viens d'écrire, que dans le cadre d'une campagne municipale ou quelque chose comme ça, ils avaient lancé une pétition, il y avait un contributeur qui avait contribué largement. Et je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif justement à ne pas mélanger les deux. Parce qu'en politique, tout est, je veux dire, il y a des comptes rendus du moindre centime. Voilà, donc je pense qu'il faut faire très attention. Et d'autre part, justement, moi, ce que j'aime toujours dans ces contributions financières, on s'aperçoit qu'il y a des fondations qui réclament sur les radios, etc. On finit par avoir des contributions financières dont on ne sait pas ce qu'elles deviennent et que je crois que si on la demande, il faut vraiment dire qu'on va la justifier, soit en rendant compte, voilà, et même, je ne sais pas comment c'est comptabilisé dans le cadre des associations et pétitions présentes, mais à la limite, ça doit être mis dans un budget, quoi, dans un compte rendu budgétaire. Bah oui, les dons font effectivement partie du budget qu'on présente en AG.
dans le cadre d'une association. Il y avait une question, je pense, Maryvonne, pour vous. Est-ce que vous parlez d'une pétition ou d'un financement participatif? Ah, Oui, je pense qu'on confond les deux du coup. Enfin, on Oui. est parti sur ouais, quand ouais, on donne des sous, ensuite, qu'est-ce qu'on fait s'il y a quelqu'un qui donne énormément de sous et voilà, oui, Mm. qui biaise ah oui. le truc? Oui, Bah, nous, d'autant que ça peut se jouer dans des cas locaux d'élections des opposants qui finalement jouent le jeu associatif contre le candidat contre lequel il se bat. Mm. ok. Bah, nous, ça nous est jamais arrivé à Nada. Enfin, tous les contributeurs sont des personnes enfin, qui mettent parce qu'elles croient en notre lutte et qui Ouais, n'essaient pas de biaiser le jeu et qui mettent pas beaucoup, beaucoup plus d'argent que les autres. Et du coup, effectivement, l'indépendance financière de Nada est garantie parce que justement, on a vraiment plein de petits donateurs plutôt qu'un très gros donateur. Je ne sais pas, c'est peut-être pas le cas partout et c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut faire attention. On peut prendre la question d'Arnaud, peut-être? Oui, j'allais y venir. Quand on signe une pétition, on peut refuser les newsletters. Est-ce que c'est un chiffre important ou marginal? Alors, on peut refuser d'être mis au courant de la suite des actions. Donc, quand on coche ce nom, on ne reçoit pas les mails dont on vous parlait jusque-là. Pour ce qui est de la pétition NADA, on a 14 400 signataires et on envoie les mails à 12 000 personnes. Donc, on a une perte de 2 000 personnes. Je trouve que c'est raisonnable comme perte. Après, je pense que ça dépend pas mal des pétitions. Je ne sais pas, Lucie, si vous avez des statistiques là-dessus. Alors, c'est un des retours que je voulais faire. En fait, sur les opt-in, grosso modo, les gens qui signent la pétition sont automatiquement en opt-in. Ça veut dire qu'ils acceptent de recevoir des nouvelles de cette pétition. Donc, ils sont comptabilisés dans les signataires à qui vous envoyez vos emails en passant par l'option email à ces signataires de la page de la pétition. Sauf les personnes qui se sont désinscrites par la suite. Donc, quand elles ont reçu un premier email, elles ont cliqué sur le lien de désinscription qui était dans l'email. Ensuite, pour les collectifs, on met quelque chose de supplémentaire en place pour ceux qui nous demandent, qui l'acceptent. C'est un opt-in supplémentaire qui serait, par exemple, j'accepte de recevoir des nouvelles du collectif à l'origine de cette pétition. Et là, c'est différent. Ça veut dire que si ces personnes cochent cette case, non seulement elles autorisent elles vous autorisent à recevoir des informations sur la pétition qu'elles ont signée, mais aussi sur toute autre campagne que votre collectif pourrait mener. Elles vous autorisent à communiquer auprès d'elles, même en dehors de cette pétition. Voilà, donc ça, typiquement, quand on met ça en place avec vous, vous pouvez récupérer les coordonnées de ces personnes et ensuite les réutiliser, par exemple, pour monter une liste de sympathisants, enfin une autre newsletter pour vos adhérents, par exemple, ou monter voilà, d'autres campagnes de communication. Tu voulais réagir à ça, Charlène, spécifiquement? Ouais. Bah, juste dire que nous, effectivement, c'est quelque chose qu'on commence à faire à NADA, donc on ne peut pas trop vous en parler parce qu'on n'a pas vraiment le recul. Mais on a ce partenariat du coup avec Green Voice qui est activé depuis quelques mois. Et donc, on a décidé, en fait, comme on a le code postal et parfois un numéro de téléphone de la personne, en fait, dans les endroits où on pense qu'il faut mobiliser davantage, ou dans les endroits où on va organiser un événement, on commence à organiser des sessions de phoning, en fait, donc d'appels téléphoniques des personnes ayant signé la pétition pour voir si elles ont envie de se mobiliser ou pas pour l'événement donné. Après, bah, pareil, il faut toujours l'utiliser avec parcimonie parce que si la personne nous dit non, bah, on ne va pas la recontacter après coup, quoi, mais en tout cas, on peut mettre en place ce type d'action. Et du coup, Lucie, si tu avais d'autres choses à dire, je te laisse compléter. Je sais pas. Sauf s'il y a encore des questions de clarification sur ce point. Pas de questions qui arrivent sur cette question-là? Ça va? Ok, bah, Lucie, tu peux continuer. Ensuite, on prendra la question de Camille et ce sera la dernière question pour cette session-là pour qu'on puisse continuer. Oui, j'avais deux petits points par rapport à la question d'avant sur les statistiques. Il y a un outil facile d'utilisation et gratuit qui s'appelle Bitly.
qui vous permet de créer ce qu'on appelle des liens Bitly. Et sur cette plateforme, vous pouvez voir le nombre de personnes qui ont cliqué sur ces liens. Je vous le mettrai dans la barre de recherche. Nous, on l'utilise, on peut créer jusqu'à 50 liens gratuitement par mois. Et en fait, ça permet, c'est super facile d'utilisation et ça permet de comptabiliser le nombre de clics qu'il y a eu sur ce lien. Donc, si vous mettez ce lien dans votre pétition à la place du lien vers lequel il renvoie, c'est ça, je crois. Je regarde. Ouais, c'est ça. Ça vous permet de suivre un petit peu en temps réel le nombre de clics sur vos liens. Et deuxième chose, c'était par rapport à l'adresse l'adresse email avec laquelle vous envoyez vos vos emails à vos signataires et donc qui vous répondront sur cette adresse-là. Donc là, c'était Capucine dans l'exemple. Ça dépend du compte avec lequel vous envoyez votre email. Si vous avez un seul compte, par exemple staygrounded@lolilop.fr, et que Capucine et Charlène utilisent le même compte avec cette adresse email enregistrée pour le compte, ce sera toujours sur cette adresse que les réponses arriveront. Mais sur votre pétition, il est possible d'ajouter d'autres administrateurs avec vos adresses personnelles, par exemple, de 5 personnes qui seraient OK pour gérer la pétition. Et dans ce cas-là, à chaque fois que ces personnes qui se connectent à leur propre compte avec leur propre adresse email envoient un email depuis la pétition, les retours se feront sur cette adresse. Il est possible de changer ça. Il est possible que nous, chez Green Voice, on change l'adresse de retour au moment où on autorise l'email à partir. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de ça, de nous envoyer un email, un SMS, ce que vous voulez pour nous. Ou alors, je crois qu'il est peut-être possible de mettre une note dans l'email. Voilà, vous pouvez vous débrouiller pour nous le signaler. Merci beaucoup, Lucie. C'est hyper intéressant de le savoir. Et du coup, dernière question de Camille. Les destinataires de la pétition, préfets et autres, reçoivent-ils sous forme d'email les pétitions envoyées? Du coup, je crois que je peux répondre. En fait, la pétition, tant qu'elle n'est pas clôturée, elle continue d'engranger des signatures. Et c'est au moment où on a décidé de la remettre aux personnes à qui elle est destinée que là, on bloque en quelque sorte la pétition. Enfin, on ne la bloque pas vraiment parce qu'elle reste en ligne. Et on va exporter en fait les signataires, pas avec leur contact personnel, mais juste le nombre de signataires et le nom, prénom, et qu'on va pouvoir envoyer ça à la personne qui est destinataire ou bien créer un événement pour aller lui remettre en main propre ou autre. Et ça, c'est décrit aussi dans l'une des formations Green Voice, mais on ne le verra pas ce soir. Mais voilà. J'espère que c'était clair. Et Canel, tu rajoutes une question alors qu'on avait dit plus de questions. Et oui, donc les données des signataires de la pétition, elles sont récupérables seulement si tu as un partenariat Green Voice. Donc si tu as contacté Green Voice et que Green Voice a mis l'opt-in pour pouvoir avoir accès à ces données-là. Sinon, tu ne les vois pas. Donc, il faut en discuter en amont. Voilà. Si ça vous va, on passe à la suite. Capucine, je te laisse expliquer ce qu'on va faire. Oui, ça roule. Tu peux mettre les liens pendant ce temps-là dans le chat. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est un petit exercice à partir de tout ce qu'on vient de vous dire, parce que ça fait plein d'informations et que c'est bien de pratiquer aussi. On vous propose vous allez être répartis en 4 groupes et vous allez devoir écrire un mail, alors pas dans son intégralité, mais avoir au moins la structure et les idées dedans, pour différentes raisons. Soit pour demander à vos signataires de soutenir financièrement la lutte, soit pour demander à vos signataires de vous rejoindre sur une action, comme une manifestation ou une action d'appel téléphonique. Vous pouvez aussi, donc le 3e groupe travaillera sur un mail qui invite à venir à une conférence que vous donnez sur un sujet lié à la pétition, et le 4e groupe travaillera sur un mail qui demande aux signataires de mobiliser l'entourage proche ou non. Donc vous aurez 20 minutes en groupe et ensuite on fera une restitution de 8 minutes au total, donc 2 minutes par groupe. Si je ne me trompe pas. C'est bien ça, Charlène? Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai mis tous les trucs, mais je ne vous ai pas mis dans les groupes. Donc, ou alors, ouais, si vous voulez choisir les groupes,
Dites-moi maintenant, pour les personnes qui veulent absolument un groupe, dans quel groupe vous voulez aller. Comme ça, je peux les faire. Et par contre, je vais suspendre l'enregistrement peut-être. Hop, voilà, donc quatrième partie, comment je rends ma pétition visible sur Internet. Alors, plusieurs trucs, mais vous savez déjà plein de choses. D'une part, on peut utiliser les réseaux sociaux. Donc, la viralité des réseaux sociaux doit permettre de récolter de nouvelles signatures. Souvent, c'est aussi des endroits où on lance la pétition, en fait, parce que les gens peuvent facilement relayer, en fait, à leurs signataires. Et donc, ça touche plus de monde très rapidement. Un truc pour filer un peu la métaphore de ce qu'on a fait tout à l'heure quand on vous expliquait comment Nada a essayé de trouver les soutiens qu'il fallait. C'est qu'en fait, on s'est dit la chose suivante. On s'est dit, bon, les gens qu'on veut toucher, ce sont des riverains de l'aéroport, ce sont plutôt des personnes pas forcément très jeunes. Et en fait, on s'est assez rapidement dit que c'était sur Facebook que ces personnes se trouvaient et non pas Twitter et non pas Instagram. Et c'est pour ça qu'on a créé un groupe Facebook dédié, donc, dont vous voyez la capture d'écran ici, qui permet de relayer des infos. Et ce n'est pas que Nada qui poste là-dessus, c'est aussi des gens lambda. Et donc, ça leur permet d'avoir l'impression de faire partie d'une communauté et d'échanger vraiment de l'information, ce qui est assez chouette pour créer cette viralité qu'on recherchait. Donc, en fonction du cas des personnes que vous souhaitez mobiliser, posez-vous la question de quel réseau social vous allez utiliser en priorité, parce que ça ne sert à rien d'aller nourrir votre fil Twitter toutes les 5 minutes si, en fait, les gens que vous voulez toucher n'y sont pas. À l'inverse, si vous voulez toucher plutôt des journalistes, utilisez Twitter. Voilà. Donc, pour animer les réseaux sociaux, je ne vous apprends pas grand-chose si vous avez déjà fait de la com, mais globalement, c'est important de partager un peu tout ce qui est connexe à votre pétition. Donc, que ce soit des choses qui se passent chez vous, en local, mais aussi des choses qui remettent dans le contexte plus global de la réduction du trafic aérien votre lutte. Donc, c'est chouette si, par exemple, Bon Pote poste quelque chose sur l'avion. Il avait fait notamment ce fameux article « Pourquoi arrêter l'avion ne devrait plus être un débat ». Bon, moi, c'est quelque chose que je reposte très régulièrement, enfin, pas très régulièrement, mais bon, tous les 3 mois, je ressors cet article-là parce qu'en fait, ça peut intéresser de nouvelles personnes et ça peut faire vivre le sujet. De même, vous pouvez faire vivre la pétition en donnant des chiffres clés quand on a dépassé tant de signataires. Ça, c'est aussi assez chouette. Et puis, toujours animer vos réseaux sociaux avec les photos et vidéos des actions que vous faites. C'est vraiment ce qui marche définitivement le mieux. Quand vous faites quelque chose, tout de suite, ça va être valorisé. Les gens savent que, je ne sais pas comment ça marche, mais les gens sont contents en fait quand on fait des trucs. Et mine de rien, ça marche bien. Donc, même si c'est une toute petite action d'aller déployer une banderole devant un lieu symbolique, ça aura tout de suite plus de portée que de ne rien faire du tout. Et donc, ça vaut peut-être le coup de le faire, ne serait-ce que pour envoyer un beau mail ensuite derrière qui va mobiliser davantage de monde. On peut aussi recueillir des témoignages et les partager. Ça peut être des personnes influentes ou des personnes qui représentent quelque chose ou qui incarnent une identité. Et puis, publier des données aussi sur ce qui va se passer. Par exemple, nous, on a beaucoup communiqué avec Nada sur ce fameux doublement du trafic aérien, puisqu'effectivement, c'est le projet de l'aéroport. Et c'est vrai que doubler, ça fait peur à tout le monde. Donc, tout de suite, ça interpelle et ça permet de donner un peu plus de retentissement. Et puis, bon, après, ça, c'était dans la présentation de Green Voice, mais c'est aussi d'actualité. On peut mettre en concurrence notre ville avec d'autres qui ont déjà pris des engagements. C'est un peu ce que fait nous au T4 en ce moment, en parlant du plafonnement des vols à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, qui a la même taille en fait que l'aéroport de Roissy. Et du coup, on aimerait bien avoir le même type d'engagement à Roissy. Voilà. Et puis, autre chose qui peut aussi être marrant, c'est de créer des défis adressés aux signataires de votre pétition. Donc, notamment si vous avez des pétitions un peu fun, ou un peu ludiques, je pense à Nantes peut-être avec votre pétition au FC Nantes, vous pourriez avoir un jeu, une espèce de tournoi de foot. Enfin bref, je pars trop loin, mais ce serait très drôle. Voilà. Donc voilà, des petits exemples. Ça, c'est l'exemple de la pétition à Jean Castex que j'avais lancée à l'entre-deux tours des législatives, quand Jean Castex était allé voter en Falcon.
Et c'est juste un exemple de ce que j'ai partagé. En fait, c'était vraiment une campagne éclair parce que ça a duré 10 jours pour pouvoir engranger des signatures et remettre la pétition à Jean Castex. Et donc, là, pour le coup, la limite de 3 mails par semaine sur Green Voice, c'était compliqué à gérer. Parce que tous les jours, en fait, j'avais envie de partager quelque chose aux gens pour essayer de les mobiliser et pour aller plus vite. Mais du coup, je publiais aussi sur mes réseaux sociaux personnels des trucs sur les retombées presse qu'on pouvait avoir. Et c'est vrai que ça avait plutôt pas mal marché parce que ensuite, on avait encore plus de retombées presse, en fait. Et puis, il y avait un espèce de petit scandale comme ça qui s'était créé et la presse qui s'en était emparée très rapidement. Et du coup, la dernière capture d'écran, c'est la remise de pétition. Comme c'était difficile d'organiser un événement en si peu de temps, on a juste envoyé le PDF qui contient les signataires directement sur la page « Contacter le Premier ministre ». Et du coup, c'est cette capture d'écran de la remise de pétition que vous voyez là. Voilà, et puis pour NADA, deux petits exemples. Donc un premier, c'est assez... c'est donc l'autorité environnementale, le rapport annuel de 2021 qui étriait en fait le projet d'extension de l'aéroport de Lille. Et du coup, c'est plutôt de la pédagogie, de la vulgarisation avec des chiffres. On surligne un peu les éléments qui montrent que ce projet est complètement débile. Et puis, l'autre à côté, c'est donc une action, l'action le 8 octobre à l'aéroport, avec donc plusieurs choses pour que les gens soutiennent et voilà, et partagent à leurs proches. Et c'est vrai que c'est des posts qui avaient assez bien marché tous les deux, en fait. Et puis, j'insère ma pétition dans la conversation. Un des trucs auxquels on pense peu et que je pense qui est le plus important quand vous avez une campagne locale, c'est d'arrêter d'essayer de poster des trucs chez vous, mais de le poster chez les autres, là où justement ça a du sens, donc d'arriver à vous immiscer dans la conversation. Et notamment, donc, sur Twitter, vous pouvez utiliser un hashtag pour le troller ou bien aller répondre sous un tweet de Xavier Bertrand pour dire Xavier Bertrand, t'es un pollueur, tu veux augmenter le trafic à l'île d'Équin. Mais vous pouvez également le faire sur Facebook et notamment dans des groupes Facebook. Et là encore, toujours dans cette histoire de stratégie de qui est notre cible principale. Pour NADA, en fait, c'est d'arriver à toucher les riverains en premier lieu, les autres aussi, mais d'abord les riverains. Et du coup, vous avez là une capture d'écran de tous les groupes dont je suis membre. Je suis membre de tous les groupes des petits patelins, genre j'aime ma ville, j'aime Bouvines, l'Équin, ma ville, etc., etc. Et en fonction de l'importance du truc, je partage dans ces groupes-là, ou bonnes annonces, petites annonces, machin et tout. Et donc, je pense que si vous avez une lutte locale qui est ancrée sur un territoire, c'est fondamental d'aller chercher tous ces groupes et d'aller vous y abonner. Voilà. Avant, je suis encore dans les groupes Vitrolles, Marignane, tout ça, mais bref. Voilà. Donc ça, c'est assez important. Et puis ensuite, dernière tactique, c'est la fameuse tactique d'interpeller les décideurs de la pétition. Donc même sans leur rendre la pétition, tu demandais Camille tout à l'heure, est-ce qu'on leur rend? En fait, nous, NADA, on ne la rendra jamais. Enfin, on fait continuer de monter les signataires pour justement rendre compte de l'ampleur de la mobilisation contre ce projet. Il est assez peu probable qu'on décide dans les 2 mois de clore la pétition et d'aller la remettre parce que ça n'aurait pas de sens pour nous dans notre stratégie de mobilisation. Mais ceci dit, on pourrait le faire sans qu'elle soit pour autant fermée, en fait. Donc, c'est aussi une possibilité. Mais en tout cas, là, l'idée, c'est d'interpeller les décideurs de votre pétition, donc soit sur leur page Facebook ou leur compte Twitter, donc ce que je disais tout à l'heure, aller interpeller Xavier Bertrand, ou bien carrément par mail. Et là-dessus, la base de données que vous avez constituée grâce à votre pétition peut vous permettre aussi d'être plus impactant là-dessus, puisque si vous proposez à 14 000 personnes de faire quelque chose, ça aura beaucoup plus d'impact que si vous n'êtes que 14 à le faire. Notamment les mails. En fait, il y a plein de gens qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux et qui, du coup, ne peuvent pas se mobiliser quand vous leur dites on va faire une tweetstorm, mais qui vont pouvoir envoyer un email. Et par exemple, on l'avait fait lors des législatives pour interpeller les candidats et candidates aux législatives dans la région lilloise, pardon.
on avait eu 500 mails qui avaient été envoyés aux différents députés via une boîte, enfin députés ou candidats, via un outil en ligne d'interpellation en ligne. Donc, c'était plutôt un assez bon résultat, alors que c'est quand même engageant d'aller envoyer un mail, mais avec un mail pré-rédigé, etc. Donc là, il y a différentes plateformes qui existent. Lucie est en train de tester d'ailleurs une fonctionnalité dans Green Voice qui permet de faire ça. Et donc, on ne peut pas vous en dire tout de suite beaucoup, mais on va le tester pour Xavier Bertrand. Donc, on vous en dira plus une fois qu'on aura vérifié que ça marche bien. Voilà. Et bonus, c'est cette idée d'ouvrir en fait les revendications et de créer d'autres éléments qui peuvent permettre de laisser affleurer votre sujet dans le débat public. Donc là, par exemple, on a créé une nouvelle pétition. Bon, c'est un peu un test, c'est un peu un test, mais c'est d'essayer de décorner la certitude qu'a l'aéroport que la croissance va reprendre sur la plateforme aéroportuaire et de montrer également que cet aéroport est inutile, en tout cas son agrandissement est inutile parce que 2/3 des vols en fait depuis Lille sont faisables hyper facilement en train. Et donc en fait, quand on a lancé cette pétition de boycott, on ne s'est pas dit que ça allait marcher tout de suite, hein, mais on s'est dit on pourra s'appuyer sur d'autres pétitions qui existent, notamment la pétition Les Atterristes qui refusent de prendre l'avion, pour justement essayer de créer un mouvement. Et pour l'instant, il y a 1400 signataires, mais c'est aussi intéressant parce qu'on a vu que ça obligeait certaines personnes qui étaient contre l'extension de l'aéroport à se positionner sur un autre sujet qui était est-ce que je suis en capacité de boycotter cet aéroport pour qu'il ne s'agrandisse pas. Et donc, ça les faisait aller un pas plus loin dans une forme de prise de conscience. Enfin, c'était assez intéressant ce que ça a créé comme débat. Donc donc voilà, ça existe. Et puis, on avait mis des premiers signataires de plein de collectifs différents pour essayer de faire tache d'huile en ayant une représentativité au niveau des territoires. Voilà. Capucine, je te laisse la parole. Merci. Donc maintenant qu'on a vu comment rendre la pétition visible dans l'espace public virtuel, on va voir comment la rendre visible dans l'espace public physique. Donc, comment? En fait, faut savoir qu'on peut récolter des signatures à l'occasion de certains événements et donc on peut imprimer les formulaires papier. Donc, il y a les petits boutons Green Voice, là, comme tout à l'heure. Là, je crois que c'est écrit « Modifier ma campagne », mais c'est trop petit sur mon écran, donc j'arrive pas à le lire. Et c'est à partir de là qu'on peut télécharger et imprimer le formulaire papier pour que les gens signent de manière manuscrite. Une fois qu'on a récolté les signatures sur papier, c'est important d'aller les rentrer en ligne sur notre pétition. Quand on télécharge le formulaire papier, c'est important de savoir que ça fait beaucoup de pages, mais c'est parce qu'il y a toutes les conditions qui sont décrites avant d'avoir le tableau, et c'est important de les avoir en papier aussi. On peut passer à la slide suivante. Donc, un exemple d'événement, là, c'est pareil, c'est pas mal de retours d'expérience de NADA. En fait, on a été dans des braderies, on a été faire des porte-à-porte, on a aussi organisé une projection, et à toutes ces occasions-là, on a fait signer la pétition. Donc, on a créé des événements Facebook et donné des rendez-vous publics. Pour ce qui était des porte-à-porte, on a commencé par faire une mini-formation des personnes qui arrivaient fraîchement à NADA. D'ailleurs, c'était une de mes premières actions avec NADA, d'aller faire du porte-à-porte. Donc, pendant cette formation, on expliquait rapidement les enjeux de la pétition, pourquoi on voulait la faire signer. Et donc, on allait toquer dans un village autour de Lille en disant, voilà, vous voulez signer notre pétition? Et puis, les gens remplissaient. Et donc, voilà, ça permet d'accueillir des nouvelles personnes et de les faire passer directement à l'action et de récolter des signatures. Donc, c'est assez intéressant. Un autre exemple de ça, c'était un accueil des Nouvel-Eau qu'on a organisé dans un café. Et donc, on a commencé par présenter l'association. Et ensuite, directement, on est parti tracter dans le centre-ville. Et grâce à ça, on a récupéré des gens qui sont aujourd'hui dans le noyau de NADA. Sur le formulaire papier, c'est une entrée en matière dans une braderie ou dans un vide-grenier. Qui peut permettre de dire, voilà, on est là pour faire signer la pétition, est-ce que vous avez entendu parler de ce projet? Et ça permet de discuter un peu avec les gens. C'est assez pratique, mais ça présente quelques inconvénients. Quand les gens écrivent vite ou le stylo ne marche pas bien et tout ça, en fait, on peut avoir des difficultés à lire derrière l'adresse mail, le nom, le prénom et
et le code postal. Et du coup, si c'est illisible, on ne pourra pas recontacter la personne et on ne pourra pas la rajouter dans nos signataires. C'est un petit inconvénient. Donc, il faut être un peu vigilant quand les gens signent à voir si on arrive à relire derrière ou s'il faut qu'on leur demande de réécrire. Petit point d'attention. Donc, comment on fait pour aller dans l'espace public? Est-ce qu'on peut écrire soi-même? On répondra à ça tout à l'heure, du coup, pardon. Donc, comment on peut aller dans les espaces physiques, en fait? On va créer de la visibilité dans les lieux du quotidien. Donc, on va imprimer nos petits tracts et puis on va aller les distribuer devant des lieux centraux dans la ville, des points clés, comme les marchés, les écoles, les magasins, la place. On peut aussi aller coller des affiches autour des lieux fréquentés par les personnes qu'on cible. Et on peut mettre des tracts dans les lieux clés avec l'accord des personnes qui gèrent ces lieux. Donc, par exemple, à Lille, on a plein de bars coopératifs qui ont les petits tracts NADA. On en remet régulièrement et puis on les affiche un peu partout. Et sur le tract, c'est important d'appeler les gens à signer. Donc, notre tract que vous voyez là, donc il y a une phrase clé qui explique le projet. On dit qu'on s'y oppose et au verso de tout ça, il y a un argumentaire un peu plus détaillé et puis il y a plusieurs moyens de nous rejoindre, soit en signant la pétition, soit en nous rejoignant sur les réseaux sociaux, soit avec un QR code pour adhérer à l'association et puis il y a notre adresse mail. Voilà, tract qui va bientôt changer. Pour créer de la visibilité dans les lieux du quotidien, on peut aussi aller faire une campagne d'affichage public. Là, on avait collé des affiches dans des villes alentours, dans la métropole européenne de Lille. Et donc, on avait mis notre message en gros. On avait cette petite question « Et vous ?» qui venait après le fait qu'il y a 11 000 citoyens et citoyennes qui avaient déjà signé à ce moment-là. Donc, pour inciter les gens à signer. Et puis, il y avait le petit QR code derrière. Donc, voilà, on a fait des petites actions de collage. Et puis, un autre moyen de faire de l'affichage et de créer donc toujours cette visibilité, c'est qu'on a utilisé nous, c'est de détourner les pubs de l'aéroport. Donc là, les messages, c'est les pieds dans l'eau pour 29,99 €, le clapotis des vagues pour 29,99 €, un week-end au coin du feu pour 29,99 €. Donc, on a repris la charte graphique de l'aéroport de Lille et en fait, on a mis nos messages à la place et on appelle les gens à signer en dessous dans le bandeau blanc que vous voyez. Donc, ces affiches, on se redit, hein, ça crée de la visibilité. Et un autre moyen de rendre tout ça visible, je répète beaucoup le mot visible, mais c'est l'objectif, on peut aussi parler de notre pétition quand on passe dans les médias, que ce soit dans la presse écrite, à la radio ou la télé. On peut citer l'existence de la pétition. On peut aussi glisser l'adresse de la pétition quand on répond par mail à quelqu'un ou des choses comme ça. Et donc, soit on peut utiliser pour ça le Bitly pour avoir une adresse raccourcie pour que les gens le mettent plus facilement dans un article en ligne. Pour la presse écrite, on va demander aux journalistes directement d'écrire l'adresse de la pétition ou de mettre le lien si c'est un article web. Et puis, pour la radio ou la télé, on va en fin d'interview dire que les gens peuvent nous soutenir et puis aller signer la pétition, enfin, trouver un moyen de l'amener. Voilà, j'ai été un peu vite, donc on peut passer aux questions, il y en a déjà plein. Stuart, il dit demander les mails en majuscule pour être plus lisible. Ouais, mais même avec ça, parfois, c'est pas lisible. Donc, mais c'est une bonne façon de faire. Est-ce qu'on peut écrire soi-même demande d'homme? Je sais pas. Ah oui. Parce qu'en fait, on leur demande quoi? Une signature? Ouais, à la fin, ils doivent. Non, ils signent même pas sur les formulaires Green Voice. Ils doivent juste mettre nom, prénom, mail et code postal. C'est ça le minimum. Ouais. C'est vrai que si c'est mal écrit, nous, on a expérimenté ça quand on avait fait l'action Chaise bleue sur la prom. Bon, on a pris des photos et on avait demandé aux gens de donner leur mail. Il y en a la moitié que je n'ai pas pu expliquer parce que c'était illisible. Ouais. Je me demande c'est si, vachement important. pour garantir le côté vie privée, machin, confidentialité, si ils écrivent une première fois et ensuite si on réécrit nous en dessous pour montrer que c'est bien eux qui ont signé la première fois, je pense que d'un point de vue législatif, c'est le plus sûr. Ah oui, il faut trouver, oui. Trouver des moyens de contourner. Ouais. Mais bon, c'est important en tout cas.
Ouais. Après, si les gens ne sont pas allergiques au téléphone, c'est vrai qu'ils peuvent aussi le faire directement sur le téléphone d'un militant. Enfin, Oui, ce que dit Thomas. Mm. Et il dit attention aux amendes. Ouais, c'était pour l'affichage sauvage. Ouais. Oui. Vas-y, Lucie. Ouais, je complète. Effectivement, donc il y a un formulaire où ça remplit nom, email, code postal, téléphone et le fameux gestion des données personnelles. Et puis aussi, vous pouvez créer sur Internet un QR code qui renverrait vers votre pétition. Ça, c'est possible de le mettre sur votre acte, par exemple, ou sur votre stand pour que les gens puissent accéder facilement avec leur téléphone à l'adresse de la pétition et puissent faire la signature sur le net. Dom? Ah non, je voulais juste rajouter que s'il y a des milliers de personnes qui signent sur un bout de papier, ceux à qui la pétition sera remise, ils ne vont pas vérifier, quoi. Et ils en diront peut-être certains, mais ils n'ont pas les moyens de vérifier des trucs comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, en fait, peut-être que je peux partager mon écran, les filles, pour montrer un peu. Ouais, je pense qu'il faut que je te mette en co-host, mais je te mets en co-host, ouais. Je crois pas. Tu n'as pas besoin? Il faut juste que tu arrêtes de partager Je ton écran partage, ou Capucine. Ouais. Vas-y. Pitié, ne prenez pas peur en voyant tous mes onglets ouverts. Donc ça, c'est le type de formulaire. Et en fait, alors c'est pas dans modifier ma campagne que vous trouvez ça, c'est dans collecter des signatures sur papier. Et là, vous avez donc le nom de votre pétition et vous avez un petit explicatif justement de ce que vous pouvez faire. On a remis du coup l'idée du QR code et puis vous pouvez télécharger le formulaire que je vous ai montré juste avant pour recueillir des signatures sur papier. Évidemment, le mieux, c'est quand même d'essayer de renvoyer les gens sur le site internet pour qu'ils le fassent eux-mêmes, puisque après, la démarche, c'est de les rentrer vous-même dans le système informatique pour qu'elles soient comptabilisées sur la pétition. Donc, ça vous fait moins de boulot si vous les renvoyez directement sur la pétition, en vous assurant, peut-être en étant à côté d'eux pour les conseiller, et en vérifiant bien qu'ils signent et qu'ils ne remettent pas ça à plus tard. Et après, il y avait un système où on nous passait des fichiers Excel, mais pour le coup, c'est pareil, ça voudrait dire que c'est vous qui le remplissez sur un fichier. Je trouve ça difficile sur un marché si vous n'avez pas une tablette ou un truc comme ça, quoi. Capucine, puis Dom. Ouais, c'était une petite précision. Si vous faites un QR code, pensez à bien le vérifier en amont parce qu'on a l'air un peu bête quand le QR code ne marche pas. Ah ouais. Vas-y, Dom. En fait, c'est la ségrégation, cette manière de récolter les données, parce que si je vais sur un marché, s'il y a une mamie de 80 ans ou 90 ans qui a envie de soutenir, elle n'aura jamais un téléphone mobile ou un email. C'est pour ça qu'il y a aussi l'option papier. Non, mais sur le papier, tu dis, sur l'écran que tu as partagé. Ah, oui, alors je crois, alors le téléphone c'est pas obligatoire, mais je crois qu'il faut forcément effectivement une adresse email, puisque c'est ça un peu qui vaut identifiant de la personne. Ok. Ben, merci de la précision. Il y a d'autres questions? Après, ça dépend peut-être des plateformes, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, sur Green Voice, c'est comme ça. Le code postal et l'adresse email sont obligatoires. Moi, j'ai une question par rapport à vos fausses pubs de l'aéroport de Lille que j'adore. Je rêve de faire la même chose ici. Il y a eu une réaction justement par rapport au fait que vous fassiez des fausses pubs. Est-ce qu'il y a eu un procès par rapport à ça ou non? Ok. Alors, merci pour le compliment et on essaye d'organiser, enfin j'ai toujours en tête, mais je n'ai pas encore commencé, mais on aimerait organiser avec la graphiste qui les a faites une formation pour vous aider à en faire chez vous. Non, il n'y a pas eu de réaction. Mais bon, on pense que c'est aussi parce que la charte graphique de l'aéroport a changé vraiment pas longtemps après. Donc en fait, ils s'en fichaient.
Mais voilà. Mais oui, on aurait aimé qu'il y ait une réaction. En vrai, je pense que ouais, on va essayer de programmer cette formation assez tôt parce qu'elle a l'air d'intéresser plein de monde. Ouais, non, aucun souci sur l'utilisation du logo de l'aéroport. Enfin, ils ont pas essayé. Je pense que c'est toujours le même truc, c'est que ça leur aurait coûté plus d'avoir un procès à gérer et qui était un peu ridicule que de faire comme s'ils n'avaient pas vu, quoi. Mais ceci dit, par contre, la région a l'air vraiment tatillonne avec l'utilisation de son logo. Un jour, j'ai fait un détournement vraiment ridicule sur Twitter et ils m'ont écrit plusieurs fois pour que je le supprime. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on aille plutôt de ce côté-là. Voilà. Et on affichait au scotch sur les panneaux. On affichait à l'intérieur des panneaux. Enfin, c'était vraiment de l'anti-pub, mais au scotch, oui. S'il y a d'autres questions. Non, ça a l'air bon. Est-ce que, ouais, bah, dans ce cas-là, je pense qu'on a fini, puisque c'est bientôt l'heure. Un très, très grand merci. Vas-y, Capucine, tu avais quelque chose d'autre? Non, mais il y a Lucie qui demande comment on a géré l'impression. Mal. Parce qu'elles sont un peu pixelisées. Mais ouais, on les a commandées. Ouais, vous êtes adressé à qui? Un côté un petit peu plus pratique Eh bien, ce sera abordé dans la formation. Ouais, non, c'est Canel qui l'a fait. Je ne sais plus Canel. Ouais. Ok, super. Mais ouais, je peux te retrouver ça, Lucie. Un copain oui. Et Dom, tu voulais dire quelque chose d'autre? Oui, en fait, sur Nice, on a un territoire qui est très étendu. Et je me demandais si c'était une bonne idée que les représentants des villes, tout le long du trajet, lancent eux-mêmes des pétitions sous notre contrôle ou en parallèle avec notre collectif. Que ce soit eux qui, pour s'approprier la lutte. De quel trajet tu parles? Non, ben le trajet de l'atterrissage le long de la côte. Ok. Bah, moi, ma réponse à cette question, comme ça, de but en blanc, je dirais que non, il ne faut pas faire ça. D'accord. Parce que, en fait, comme on l'a dit au tout début, si une pétition elle n'est pas animée, elle ne sert à rien. D'accord. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui savent animer des pétitions ou qui osent le faire. En fait, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas qu'il faut animer la pétition ensuite, une fois qu'on l'a lancée. Ça ne suffit pas d'écrire juste un beau texte. Donc, ce serait chouette de pouvoir le faire et de former tous les gens sur tout le long du trajet à tenir leur propre pétition. Mais je pense que l'intérêt sera moindre et la mobilisation sera moindre, alors que si vous gérez l'ensemble, vous aurez quand même une communication cohérente. Et après, ça ne vous empêche pas de faire des choses différentes pour arriver à fédérer les acteurs un peu partout, quoi. Ouais. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres, Capucine ou Lucie, si ça vous évoque quelque chose. J'aurais dit ça. Oui, je pense que tu as bien répondu. Ok. Eh bien, Stuart, yes. Petite question. Oui. Juste pour notre pétition, c'est vrai que ça stagne, donc on a besoin d'idées. Mais je me rappelle, je ne sais plus exactement quand c'était, mais à un moment donné, Green Voice, c'était vraiment une campagne avec toutes les luttes et avec Green Voice derrière. Je ne sais plus exactement comment ça a marché, mais sur les réseaux et tout ça. Et on a vu, c'était impressionnant. On avait de 2000, on a sauté à presque 4000 du jour au lendemain. Donc, est-ce qu'il y a des campagnes comme ça de prévues? Bon, je sais qu'on n'est pas que sur les luttes aéroports ici, mais sur cette campagne précise. Et nous, on se demande en fait, qu'est-ce qui est un bon chiffre? Qu'est-ce qui est un bon nombre de signataires? Qu'est-ce qui va impressionner les élus, par exemple? Nous, à Montpellier, on a un peu moins de 5000 pour l'instant. Moi, je trouve que c'est pas terrible, mais d'autres personnes disent c'est chouette, c'est vraiment, c'est pas mal ça. Donc, il y a cette question aussi.
Qu'est-ce qui est un bon chiffre pour impressionner les personnes concernées? Je ne sais pas si Lucie, tu veux répondre là-dessus. Et merci, Canel. Bonne soirée. Oui, alors sur le premier point, je ne sais pas de quelle campagne tu parles. Après, je sais que souvent chez Green Voice, ce qui fait vraiment décoller le nombre de signatures, c'est la newsletter mensuelle. Quand on cite une pétition dedans, on monte souvent à entre plus 2000 et plus 5000 signatures. Mais je ne sais pas de quelle campagne tu parles. Et sur le nombre de signataires, en général, on a l'habitude de dire que 1% de la population concernée, c'est bien, mais ça dépend tout à fait des signatures. Sur un village de 400 personnes, par exemple, avoir 4 personnes, ce sera pas intéressant. Et, pardon. Et autre chose, par exemple, on a eu une pétition il n'y a pas longtemps contre le greenwashing de Air France. Cette pétition avait reçu seulement un peu plus de 6000 signatures, ce qui n'est pas énorme pour attaquer un mastodonte comme Air France, mais elle a été, il y a des journalistes qui s'y sont intéressés, elle a été médiatisée et ça a fait bouger Air France parce que ça les attaquait sur leur image et que ça touchait à un public beaucoup plus large. Donc, ça dépend de la pétition, ça dépend de la tactique que tu vas employer, c'est parce que ça dépend aussi de ta cible. Voilà, donc ça, tu peux en parler avec l'équipe Green Voice, on peut voir ça ensemble si tu as besoin d'aide sur la structuration de ta campagne, avec plaisir. Merci, Lucie. Et ouais, j'ai la même expérience avec Castex. On avait eu 37 000 signatures, ce qui n'est pas du tout 1% de la population française, mais ça avait quand même plutôt bien tourné. Voilà. Et ouais, non, je pense que Stuart parlait du truc, du chapeau réduisons le trafic aérien sous lequel elles sont toutes nos pétitions, nos extensions en fait, parce qu'il y avait eu un mailing de lancement un petit peu où je pense que la base de contact Greenpeace avait été utilisée régionalement en fait. Enfin, il y avait eu un mailing, je crois que c'était JB qui avait fait ça pour proposer aux gens de signer ces pétitions-là. Mais du coup, je ne pense pas que ce soit d'actu plus... Enfin, voilà, je sais pas. Et ben, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à contacter du coup Lucie en envoyant un mail à contact@greenvoice.fr ou moi et Capucine si vous avez envie d'avoir des infos. Pour rappel, c'est pas un rappel, mais on vous a mis dans la présentation une dernière slide avec d'une part les guides de Green Voice donc, qui sont en ligne, les liens. Il y a peut-être d'autres liens, Lucie, mais en tout cas, ceux-là sont assez chouettes. Et on vous a mis un dossier avec des mails choisis de Nadalil. Il y a peut-être 8 mails ou un truc comme ça, différents tons, différentes réussites, des tests, des machins, si ça peut vous inspirer. Bon, après, il ne faut pas tout pomper parce qu'il ne faudrait pas que les gens aient l'impression de recevoir toujours le même mail, mais ça peut vous inspirer. Voilà. Eh ben, merci à tous. Une autre slide, Charlène. Ah, il y en a une encore? Ah oui, c'est vrai. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez adhérer à Nada ou faire un don. Voilà. Voilà. Il est où le QR code? Ah ouais, non. J'ai mis le lien dans le chat. Merci à toutes et tous. C'était très chouette de passer la soirée ensemble. On espère que ça vous a été utile. Et force pour vos emails qui prennent beaucoup de temps. On sait, c'est horrible, mais à la fin, c'est bien. Nada, il va trembler les minuit. Ouais, vous avez intérêt à écrire à Xavier quand on vous proposera de lui écrire. Allez, bonne soirée tout le monde. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Salut Camille, salut Thomas.